Donc, on va se présenter en attendant que ça se partage. Donc, Alain Baranger et Nathalie Moutier, on fait tous les deux partie de l'IGEP. Donc, Nathalie, je te laisse te présenter brièvement. Nathalie Moutier, donc je suis ingénieure à l'IGEP, donc l'Institut de génétique, environnement et protection des plantes à l'INRA de Rennes. Et donc depuis 5 ans, avec Alain, on travaille sur les associations céréales légumineuses. Et moi, je travaille plus particulièrement sur l'approche de recherche de caractère pour des variétés en fait adaptées à des systèmes de culture économes en intrants, dont l'agriculture biologique. Donc sur le volet variétal sélection. Et donc, pour ma part, je m'intéresse initialement pas mal à tout ce qui est contrôle des épidémies aériennes. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur la résistance, puis sur l'architecture des couverts. Et en fait, je suis entré dans le questionnement autour des associations sur la question de l'architecture de couverts associés, en quoi ça pouvait permettre de contrôler des épidémies pathogènes. Et du coup, j'ai un petit peu élargi à peut-être d'autres critères de performance ou d'autres services. Donc, on a pas mal travaillé ces derniers temps avec Arnaud Gaufretot de l'UMR Agronomie Grignon et avec un sélectionneur d'agri-obtention qui s'appelle Mathieu Floriot, qui est un sélectionneur plus de variétés de légumineuses à graines. Alors, on a intitulé de manière un peu pompeuse et ambitieuse co-sélection variétale. Vous verrez qu'on pose peut-être plus de questions qu'on apporte de réponses, mais concrètement, on scoltine un petit peu sur des aspects terrain et expérimentaux les questions de choix variétaux et de sélection qu'il faudrait mettre derrière pour ces associations céréales légumineuses. Nathalie, c'est toi qui passes les dias. Oui, c'est bon. On a subdivisé ça en 4 points. D'abord, les aspects services et performances attendus pour voir un peu la largeur de ces services et de ces performances. Quelques éléments de ce qu'on sait de l'impact du choix variétal sur ces services. Des questionnements autour de la sélection et de l'inscription. Et puis, très brièvement, des aspects outils pour la caractérisation des cultures associées, qui est un point central. On pourrait en parler pendant 3 jours, donc ce sera extrêmement rapide. Donc, sur les services et performances attendues, simplement pour démarrer, comme ça vous a été très bien dit ce matin, ce qu'on recherche, c'est essentiellement d'optimiser la gestion des ressources, lumière, eau, éléments nutritifs, etc., pour jouer sur la complémentarité et la facilitation. Et puis, on a beaucoup entendu parler de rendement depuis ce matin. Donc, on recherche de la productivité, on peut chercher de la qualité, on cherche, ça a également été dit, beaucoup de la stabilisation des rendements. On peut très bien rechercher juste de gérer le risque de perdre une espèce pour pouvoir récolter l'autre. Donc, tous ces points-là sont des critères de performance. Donc, on cherche du rendement, mais pas que. Et pas toujours exclusivement du rendement. Et même parfois, le rendement n'est pas forcément la priorité, puisqu'il y a des usages en nutrition animale ou en nutrition humaine des produits de ces mélanges. Par exemple, en nutrition animale, ça peut être très, très simplement une question d'autonomie protéique pour l'alimentation à la ferme chez un éleveur. Et il ne va pas forcément chercher un rendement optimisé, mais plus un équilibre alimentaire pour ses bêtes. Ou en nutrition humaine, on peut chercher une teneur en protéines de la céréale qui soit adaptée, par exemple, à des usages boulangers. Bon, ce genre de choses. Donc, c'est un peu des critères de performance qui font intervenir la productivité, mais qui peuvent être beaucoup plus larges en termes de contexte. Et on peut même aller plus loin, puisque donc, il a été question ce matin, Jérôme a parlé de performance dans le contrôle des bioagresseurs. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'une performance ou d'un service, mais beaucoup d'agriculteurs utilisent ces associations, en fait, essentiellement pour nettoyer les parcelles en termes d'infestation par les adventices. Donc, ces questions-là sont également, pour moi, des services, pour certains autres, des performances de ces associations. Et puis, il y a des services attendus par l'agriculteur qui sont beaucoup plus larges en termes donc, de diversité, de capacité à introduire des auxiliaires dans les agroécosystèmes ou bien de préservation des sols à travers des successions. Et c'est des services sur lesquels la sélection ne semble pas pouvoir jouer très directement, mais que la sélection doit prendre en compte, évidemment, dans ses objectifs.
puisque ça crée des contextes de production particuliers. On peut passer à la suivante. Donc, par exemple, ça c'est simplement un ensemble d'exemples de ce qui est recherché en récolte par différents agriculteurs en fourrage, en grain. Alors, en grain, un agriculteur peut chercher à produire plus de céréales ou plus de légumineuses, ou un mélange équilibré de la céréale et de la légumineuse. Et donc, en fonction de ce qu'il vise, il va chercher un bouquet de services dans lequel on va trouver généralement la productivité, mais pas que. Et donc, pour ça, il va appliquer à ces variétés un certain nombre de pratiques. Par exemple, ici, les doses de SMIC qu'il va utiliser dans ces mélanges vont varier en fonction du bouquet de services qu'il va rechercher pour sa récolte. Donc, on va trouver finalement cette sélection pour des variétés adaptées à des associations, des questions de traits d'espèces, des questions de traits variétaux et puis des questions autour des schémas de sélection dont on va vous parler, mais bon, ça a été pas mal évoqué dans le topo précédent. Mais il y a des contraintes et des objectifs liés aux pratiques culturales, donc des questions de date et densité de semis, de mode de semis aussi. Hein. On peut, pour l'instant, on a beaucoup parlé de semer des variétés en mélange, donc on peut imaginer semer des variétés issues de deux espèces différentes également en mélange, mais on peut imaginer les semer en ligne alternée. En ligne alternée, on a une infinité de solutions, de combinaisons, une ligne de l'une, de l'une de l'autre, etc. On peut aller semer des bandes, on a toutes sortes de mosaïques paysagères de mélange possibles. On a également d'éventuelles stratégies de fertilisation qui peuvent être utilisées. Et puis, il y a beaucoup de questions techniques qui se posent que la sélection ne peut pas ne pas prendre en compte autour, donc, par exemple, du tri des graines récoltées, des tailles de semences qui sont utilisées au semis et des tailles de semences qu'il va falloir trier à la récolte si on cherche à les trier. Donc, un agriculteur qui va semer, il va se poser plein de questions. Quelles espèces, combien d'espèces, quelle variété de ces espèces, certes, mais aussi est-ce que je vais les semer en mélange complet, en ligne alternée, comment je vais doser mes semis en fonction de ce que je cherche à récolter, quelles vont être mes dates de semis et de récolte, est-ce qu'elles vont coïncider ou non, quelles pratiques je vais mettre derrière en termes de labour, de protection éventuelle, de fertilisation, etc. Et comme c'est tout à fait le cas en culture pure, quand on sélectionne des variétés, on est obligé de tenir compte de tout ça pour les critères de sélection qui vont être utilisés. Donc ça, c'est une manière un petit peu de redire la même chose en termes de ce qui impacte les performances et les services des associations. Hein. Donc la sélection va faire intervenir des espèces dans lesquelles on va choisir des traits d'espèces et on va choisir au sein de ces espèces des traits variétaux, mais qui vont tenir compte des règles d'assemblage, dose de semis, ratio entre espèces, évidemment des pratiques et évidemment des effets environnementaux sur ces performances et ces services avec des effets d'interaction qui se compliquent puisqu'on passe d'interactions génotype-environnement en culture pure à des interactions génotype par environnement en culture associée de deux variétés d'espèces différentes. Alors, il y a donc dans ces mesures de services et performances un certain nombre d'indicateurs et de variables associées qui sont nouvelles. Donc, on peut travailler sur des rendements par espèce, mais on va aussi travailler sur le rendement cumulé et on peut établir des index d'équilibre entre ces rendements cumulés. Et est-ce que ces rendements cumulés par unité de surface sont plus ou moins élevés que ceux qu'on obtiendrait en utilisant des cultures pures? Donc, il y a des variables finalement qu'on peut qualifier de critères de performance qui vont être un petit peu différents en culture associée. On va également intégrer des questions de facilité de tri, donc en fonction du poids de 1000 grains, de la capacité à résister à la casse lors des récoltes ou lors du tri. Voilà, des questions de synchronisation aussi des récoltes en termes de maturité des graines. Des rendements totaux en protéines, quand je parlais tout à l'heure d'usage commun des produits de l'association en nutrition animale, donc la question du rendement global en protéines peut être une question, par exemple, pour un éleveur. Bon, la réduction d'usage des phytos et des usages des intrants azotés, c'est des questions qu'on a également en culture pure, bien sûr. Mais
On peut aussi avoir des aspects de gestion d'érosion du sol qui sont un petit peu différents, ou de valorisation de parcelles à faible potentiel. On a mis ça également parce que d'une manière générale, ces associations végétales sont quand même utilisées plutôt dans des parcelles à faible potentiel. On a un petit peu du mal à les voir se développer pour l'instant dans des parcelles à fort potentiel de production. Donc, quelques éléments sur les questions d'impact du choix variétal sur ces services ou performances. Donc là, on fait quelques flashs ici sur la question du contrôle des bioagresseurs, donc par exemple des épidémies pathogènes. Donc c'est un travail un peu vieux et moche, mais assez parlant en fait, qui résume donc finalement des questions de sévérité de maladie, donc d'helminthosporiose à gauche ou de rouille brune à droite, entre donc une variété pure d'orge qui s'appelle Otira, qui est associée à différentes variétés de légumineuses à graines, donc une de lupin, une de févrole et deux de pois dans l'ordre. Et ce qu'on constate, c'est que on n'a absolument aucun effet de ces associations sur le développement de la rouille brune, mais qu'on a par contre des effets donc, du choix d'espèces d'une part et du choix de la variété de pois d'autre part sur l'helminthosporiose. Donc en fait, on a une variété de pois pour laquelle on n'a pas plus d'effet qu'avec la févrole et puis une autre pour laquelle on a un effet. Donc on voit que le choix d'espèces d'une part et le choix de la variété au sein de l'espèce d'autre part peuvent impacter très fortement le contrôle d'une épidémie, d'une maladie, et ne pas impacter une autre maladie. Donc, on voit que si on cible sur une maladie, on peut avoir un effet, et si on cible sur une autre maladie, on peut ne pas avoir d'effet. Et cet effet peut aussi dépendre de l'état de développement de la plante, puisque ça a été fait sur 3 feuilles différentes, donc à des stades de développement, enfin, qui ont des âges en fait différents, et que ces effets sont plus ou moins marqués suivant l'âge des feuilles. Un autre exemple pour illustrer ces questions d'impact des règles d'assemblage, notamment variétales, sur le développement des maladies. Donc ici, on est dans un programme de génération justement d'architecture de couvert plus ou moins favorable à la limitation du développement des épidémies, donc d'une maladie nécrotrophe qui s'appelle l'ascochytose. Donc on voit les effets des densités de semis à gauche en fonction des dates, donc alors en fonction des taux qu'on a dans les mélanges, et les impacts variétaux aussi sur le développement de la maladie. Et on voit que ces impacts dépendent beaucoup de la date en fait, à laquelle on a fait ces mesures, donc finalement des niveaux de développement des épidémies. Donc en fonction, ici on a des situations où en épidémie faible, on voit finalement assez peu de différence entre nos variétés, et en situation d'épidémie plus tardive et plus forte, on finit par voir ces différences et leur stabilité en fonction donc des densités de semis. Tu passes ? Oui. Donc, du coup, moi, je vais vous présenter ce qu'on fait depuis 5 ans sur l'impact du choix variétal sur les services performance de l'association. Dans le cadre d'un projet, donc on copilote Alain et moi, donc qui s'appelle CERELAG, qui est financé donc par INRAE et AgriObtention et qui est reconduit donc pour les 5 prochaines années. Du coup, en fait, on a choisi de travailler sur l'approche trait-based, donc en travaillant sur différents traits variétaux pour l'aptitude à la conduite en association, d'associations céréales légumineuses, donc du blé en association avec soit du pois, soit de la févrole. Donc, pour jouer sur les phénomènes de complémentarité pour l'acquisition de l'azote, de complémentarité pour la lumière et de facilitation par rapport à l'averse, notamment en blé-pois. Donc, on est dans des systèmes économes en intrants, notamment des systèmes en agriculture biologique.
Et les objectifs de production, donc comme vous a dit Alain, c'est très important, donc je vais vous les dire. Donc du coup, pour le blé les études qu'on mène, c'est pour obtenir du blé qui soit panifiable pour l'alimentation humaine, donc en situation de système de culture économe en intrants. Il faut savoir qu'en agriculture biologique, on ne produit pas assez de blé panifiable et donc on en importe au niveau français. Et puis pour la légumineuse, donc les légumineuses sont cultivées là pour l'alimentation animale, donc en visant une augmentation de l'autonomie protéique des élevages français. Donc du coup, une fois qu'on a fait la récolte, on trie en fait le blé et le pois ou la févrole. Et l'objectif donc de production de ces mélanges, c'est d'avoir un mélange équilibré, à peu près 50% de blé et 50% de légumineuses à la récolte. Et donc, dans nos essais, on a des densités de semis qui sont, par exemple, de 50% de la dose par rapport à la culture pure en blé et 75% de la dose par rapport à la culture pure pour le pois, car le blé est plus compétitif que le pois. Et là, on a des essais qui sont en mélange complet sur le rang. Donc, dans notre approche trait-based, en fait, là, on a choisi de travailler d'abord sur les caractères variétaux du blé qui peuvent influencer la réussite de l'association. Et on a choisi, en fait, un caractère phénologique qui est la précocité à épiaison, qui joue sur la complémentarité et sur la compétition donc, des deux espèces au cours du temps. Un caractère architectural qui est la hauteur, donc on comprend bien comment la hauteur peut aussi impacter la compétition entre les deux espèces, et puis le potentiel de rendement. Ces trois caractères étant mesurés en culture pure, enfin étant connus en culture pure pour les différentes variétés. Et donc on obtient 8 combinaisons de ces trois caractères. On a 4 idiotypes précoces, 4 demi-précoces à demi-tardifs, 4 hauts, 4 moyens, et puis 4 à potentiel de rendement élevé et 4 à potentiel de rendement faible. Donc ça nous fait 8 génotypes de blé qu'on a associés du coup avec 3 variétés de pois. Donc un pois petit HR Fresnel et 2 pois grand HR et 2 variétés de févrole, Irena et Holland. Donc pour avoir une idée aussi de la réponse de ces variétés, de ces idiotypes en fonction de ces 3 caractères par rapport à une gamme de testeurs différentes qui présentent des caractéristiques aussi de phénologie, architecture et PMG différents. Donc, toutes les variétés de blé tendre meunier ont été choisies précoces à maturité pour pouvoir être récoltées en même temps que la légumineuse. Elles sont peu sensibles aux maladies et résistantes à l'averse, puisque un des services attendus du blé pour le pois, c'est d'être tuteur et donc de limiter l'averse du pois. Donc en tout, on a 8 x 5, donc 40 modalités associées, et 13 modalités en culture pure, donc 53 modalités, qu'on a étudiées sur 3 sites, donc INRAD Dijon, INRAD Estrémons et INRAD Rennes, pendant 3 années, donc récolte 2017, 2018 et 2019. Et on a suivi un certain nombre de variables architecturales, phénologiques, donc des hauteurs, des pouvoirs couvrants, des dates d'épiaison, de floraison. Et puis, du coup, pour voir la performance de ces associations, on a évalué un certain nombre d'indicateurs de performance, notamment les rendements de chacune des espèces après tri, le rendement cumulé et la teneur en protéines. Donc, les résultats que je vais vous montrer, en fait, sont des résultats qui sont en cours de publication, puisqu'on vient juste de finir l'acquisition des données. Donc, un des premiers résultats qu'on a obtenus, donc ici, je vous présente les résultats de Rennes en 2018. Pour l'instant, je vais vous présenter qu'un seul site. Après, on passera à l'étude sur plusieurs environnements. Donc, en abscisse, vous avez les 53 modalités qui sont classées en fait par variété de blé au départ. Donc, vous avez la variété en culture pure, puis la variété associée aux 3 variétés de pois et aux 2 variétés de févrole. Et puis, on passe à la variété suivante. En ordonnée, vous avez les rendements. Donc, en jaune, le rendement en blé, en vert, le rendement en pois, en violet, le rendement en févrole.
Et puis, en ordonnée à droite, vous avez les teneurs en protéines du blé sous la forme de petits triangles rouges, qui vont de 0 à 16. Donc, ce qu'on observe déjà, c'est qu'on a des rendements cumulés qui sont à peu près équivalents, voire supérieurs au rendement en culture pure en blé et largement supérieurs au rendement en culture pure en légumineuses. Donc, vous voyez que les rendements tournent autour de 50 quintaux hectares en blé. On est en bio ici, donc c'est des rendements à peu près de ce qu'on obtient classiquement dans le bassin rennais. Et puis en légumineuse, on est entre 10 et 30 quintaux, ce qui correspond aussi à peu près à ce qu'on obtient habituellement. Alors, ce qu'on voulait vous montrer là, c'est qu'en fait, on a une grande variabilité des rendements obtenus pour chacune des composantes du mélange et puis en rendement cumulé en fonction des combinaisons variétales. Vous voyez que ça danse bien au niveau des rendements obtenus en fonction des combinaisons. Et puis aussi, vous montrer qu'on a une gamme de teneurs en protéines du blé donc, qui passe de 10 à peu près pour les blés en culture pure, donc qui ne sont pas ou très difficilement panifiables à ce niveau de teneur en protéines en bio, à des valeurs qui sont autour de entre 11,5 et 16 donc de teneur en protéines du blé, qui là passent en blé panifiable en agriculture biologique. Donc ça, c'est une représentation, c'est la même représentation, enfin, ce sont les mêmes données, mais représentées différemment. Donc vous avez en abscisse les rendements en blé et en ordonnée les teneurs en protéines du blé. Et du coup, en bleu, en bas à droite, vous avez les blés purs. Les rendements en blé sont élevés et les teneurs en protéines sont faibles. Et puis les associations avec les pois en rouge, vert et en petite croix violette. Et puis, du coup, les rendements et teneurs en protéines en association avec de la févrole, avec Irena et Holland. Donc, ce qu'on voit, c'est déjà que, ça se voit mieux sur ce graphique-là, mais qu'on a un impact de l'espèce associée sur les rendements en blé et qu'il y a un impact également de la variété de l'espèce, à la fois sur le rendement et la teneur en protéines, puisqu'on n'obtient pas les mêmes résultats selon les espèces et les variétés de ces espèces. Et qu'il y a un lien qui se maintient, mais qui peut être en partie décorrélé entre rendement et teneur en protéines. Alors, ça, ce sont les résultats d'un autre projet, donc le projet Remix dont on parle depuis tout à l'heure, donc le projet européen dans lequel on est impliqué également. Ce sont des résultats, en fait, le dispositif est un peu équivalent à Cerelac, sauf que là, on est uniquement sur des associations blé, pois, petit HR, et on a 10 génotypes de blé meunier avec 9 génotypes de pois, petit HR. Et donc là, ce sont les rendements cumulés des 90 combinaisons. Et on voit qu'en fait, on a une grande complexité des interactions entre variétés d'espèces compagnes et que parmi cette grande diversité de réponses, on a des variétés comme ici RE13003 qui ont une plus grande stabilité de réponse en fonction des testeurs utilisés. Voilà. Et d'autres qui, comme Postmeda, ont une grande variabilité de réponse. Donc, on va de 30 à 65 quintaux hectares, donc du simple au double, en fonction du testeur, donc de la légumineuse utilisée. Et même chose pour les pois. Donc, on a vraiment des combinaisons qui fonctionnent mieux que d'autres et des réponses qui sont plus ou moins stables en fonction des plantes compagnes, des variétés compagnes qui leur sont associées. Donc, sur ce jeu de données, on s'est posé la question du coup des traits variétaux, donc des espèces sur les indicateurs de performance. Et donc, nos 10 blés, ils ont été choisis sur de la précocité à épiaison, de la hauteur à épiaison et de la capacité au talage. Donc là, on est toujours sur le projet Remix. Et puis, les pois ont été choisis, eux, contrastés sur la date de début de floraison, la durée de floraison et la hauteur à fin flot.
Et on a regardé, en fait, via des ANOVA, quel était l'impact de ces différents traits variétaux sur 4 indicateurs de performance, donc le rendement cumulé, le rendement en poids, le rendement en blé et la teneur en protéines du blé. Alors, ce qu'on a constaté, c'est d'une part que les caractéristiques variétales des poids, donc les 3 colonnes de droite, ont un impact sur la quasi-totalité des indicateurs de performance, alors que pour le blé, en fait, ils n'ont d'impact que réellement sur la teneur en protéines du blé et relativement peu d'impact sur les autres indicateurs de performance. Et là, on rejoint en fait ce qu'avaient trouvé d'autres auteurs sur d'autres combinaisons céréales légumineuses, c'est que la variété de légumineuses semble avoir un impact plus important que la variété de céréales dans les associations. Et ensuite, ce qu'on a constaté également, c'est que quand on choisissait ces traits en blé et en pois, on pouvait, par exemple, pour optimiser soit d'une part le rendement en blé et le rendement cumulé de l'association, donc c'est la deuxième et la quatrième ligne, soit principalement optimiser à l'inverse en faisant des choix assez opposés au premier, optimiser le rendement du poids et la teneur en protéines du blé. Donc on voit qu'il y a des fortes corrélations entre les indicateurs de performance et que les objectifs de production, les cibles visées par les agriculteurs sont des choses à prendre vraiment en compte dans le choix variétal et dans la sélection de ces espèces. Donc ça, c'était les résultats sur un seul environnement. Je vous ai dit en préambule, en vous présentant le projet Cérélac, qu'on a fait en fait les essais donc, sur 3 sites, donc INRA de Rennes, INRA d'Estremont et INRA de Dijon, vous avez à gauche sur la carte. Les 2 sites de Mons et de Dijon sont en faible intrant et à Rennes, on est en agriculture biologique. Et vous avez à droite, alors c'est caché par les, par les vidéos, mais du coup, vous avez les 9 environnements qui sont dans la légende à droite. Donc, chaque environnement est représenté par une couleur. Et puis, donc, vous avez les 53 modalités ici à gauche. Et vous voyez, en fait, une grande variabilité de réponses des différentes associations et même des variétés en culture pure en fonction des interactions, donc des modalités avec l'environnement. Donc, on a des fortes interactions G croix, E. Donc, on a essayé, on a essayé de modéliser en fait tout ça grâce à des modèles linéaires mixtes, donc pour essayer de gérer, d'analyser toute cette complexité. Donc, on a développé un premier modèle donc, sur les données environnement par environnement, testeur par testeur. Et donc, on a un modèle qui tient compte de l'effet génotype, de l'effet conduite, de l'interaction génotype-conduite et de la répétition, et sur lequel, du coup, on a pu travailler les effets variétaux, les effets conduite. Est-ce que le pur est prédictif de l'assaut? Je vous en reparlerai un peu plus longuement après. Quelles sont les interactions génotype-conduite qui sont significatives dans chaque environnement? Et ces interactions, est-ce qu'elles sont toujours liées aux mêmes variétés, donc qui font varier les résultats. Le deuxième modèle, c'est l'analyse des données sur les 9 environnements. Donc là, on fait rentrer le facteur environnemental dans l'équation, donc en tant que tel, donc en impact sur les cultures pures, mais aussi en interaction G croix E et puis en interaction triple G croix C croix E. Et là, en fait, ce qu'on peut regarder, c'est la stabilité de l'aptitude à l'association des différentes variétés entre environnements, mais aussi entre testeurs et légumineuses. Et on peut construire en fait des matrices d'interaction. Donc tout ce travail-là, il est en cours de publication et on est en train d'écrire un article là dans Frontiers in Plant Science qui devrait sortir courant 2021. Donc, toutes ces questions de traits variétaux, donc bien sûr, ont des conséquences pour la sélection. Donc, si on veut sélectionner pour l'aptitude à la culture en association, il y a un certain nombre de caractères à prendre en compte, mais aussi il y a des conséquences pour les schémas de sélection, pour l'inscription, etc. Donc, si on sélectionne pour
l'association, il faut d'abord bien définir les cibles visées. Ensuite, donc, travailler sur les traits d'espèces, de variétés, voire de couverts associés qui sont importants pour la réussite de cette association. Donc, réussite pour les performances et pour les services attendus. Ensuite, une des questions importantes qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut prédire les performances des cultivars obtenus en association à partir des performances de ces cultivars en culture pure? Parce que si c'est le cas, du coup, on va pouvoir faire de la sélection indirecte en culture pure, à la différence près qu'il faudra bien mesurer les bons indicateurs qui ne sont pas forcément les mêmes qu'en culture associée. Et si ce n'est pas possible, ça pose un certain nombre de questions sur les méthodologies pour la sélection, les dispositifs à mettre en place, les schémas de sélection à développer et puis la méthode d'appréciation des différents traits. Donc, au niveau des cibles, du coup, il faut définir bien sûr le marché quand on fait de la sélection, l'utilisation, les systèmes dans lesquels les variétés vont être cultivées et puis des adaptations éventuellement régionales par rapport aux conditions pédoclimatiques, aux structures de transformation en place en fonction des régions. Donc, il y a des choix stratégiques à faire et des traits à prioriser. Et puis, une pression de sélection à réaliser qui soit adaptée suivant ces cibles. Et puis, l'idée, c'est aussi de conserver un ensemble de critères de sélection suffisamment peu nombreux pour être gérables par un sélectionneur. Voilà un schéma de sélection classique, comme ce qu'on fait dans l'équipe MBI avec Bernard Roland donc sur blé. Donc, du coup, si on compare ce qu'on fait en culture pure par rapport à la culture associée, donc du coup, je vous ai remis les différentes questions qu'on se pose. Est-ce que ce sont les mêmes traits qu'on regarde, la même gamme de variations? Quel est l'ordre et la pression de sélection? Quelles sont les méthodologies et les designs pour la culture associée? À quel moment dans le schéma de sélection on introduit l'évaluation en association? À quelle génération? Avec quels testeurs? Avec quels effectifs? Est-ce qu'on peut faire une sélection spécifique pour la culture associée ou est-ce qu'on peut faire du mixte, culture pure, culture associée? Et puis, il y a un certain nombre de contraintes qui sont communes aux deux dispositifs, donc la faible quantité de semences en début de sélection, la variabilité génétique disponible et l'évaluation en réseau en fin de sélection. Et puis, bien sûr, pour un sélectionneur, le coût et le retour sur investissement. Alors, quand on se pose la question du pur prédictif par rapport à l'association, donc il y a un certain nombre d'études qui ont été menées et puis nous-mêmes, on a fait un certain nombre d'expés, enfin, on a analysé nos données dans ce sens-là aussi. Ici, c'est une étude de Bernadette Julietta, Lusignan, sur 46 génotypes de luzerne qui trouve qu'il y a des interactions significatives entre génotypes et type de culture, donc culture pure versus culture associée, et qu'il est possible d'identifier des génotypes qui soient mieux adaptés à un type de culture ou à un autre. Donc ici, vous avez en abscisse la biomasse par plante en monoculture et en ordonnée la biomasse par plante en association. Et donc les variétés qui sont encadrées en bleu sont plutôt adaptées à la culture pure et celles en rouge sont plutôt adaptées à la culture en association. De même, pour le poids, nous, on a trouvé aussi que pour certains traits, notamment le rendement en grains, donc c'est la figure en bas à droite, vous avez le rendement en grains de poids en culture pure en abscisse et en culture associée en ordonnée, on n'a pas de corrélation systématique entre le rendement en culture pure et en culture associée. Donc, ça veut dire que l'évaluation, la sélection en culture associée est nécessaire. Par contre, il y a un certain nombre de caractères comme la date de début de floraison qui est parfaitement prédictible en association par rapport à la culture pure. Donc, le graphique à gauche. Au niveau du blé, qu'en est-il? Ici, vous avez donc des résultats issus à nouveau de Cerelac où on a le rendement du blé en culture pure en abscisse et le rendement du blé en culture associée en ordonnée. Et où on voit que du coup, le rendement, donc la diagonale rouge, c'est le rendement Y égale X, donc le même rendement en culture pure et associée. Donc on voit qu'on est en dessous. Et
La droite en gris, c'est 50% de rendement, donc on est à 50% de densité de semis, donc on s'attendait à être à peu près à ce niveau-là au niveau des rendements. On voit qu'on est entre les deux, en fait, on est entre 50 et 100% de rendement en culture associée par rapport à la culture pure, et on pense que cette augmentation de rendement par rapport à ce qui est attendu vient notamment de la compensation via le tallage. Mais ça fait partie des choses qu'on voudrait travailler ensuite. Et donc, pour chaque site qui est dans une couleur, on voit qu'il y a de la variabilité à nouveau de réponse selon les variétés. Donc, on est à peu près prédictible globalement à quelques variations près au niveau variétal. Et sur la teneur en protéines, donc on gagne à peu près 1,6 points de teneur en protéines en moyenne sur nos essais en culture associée par rapport à la culture pure. Et là encore, donc c'est cohérent avec la baisse de rendement observée dans le graphique précédent. Et là encore, on a des différences de comportement selon les variétés, mais la prédiction n'est pas trop mauvaise. Donc, on voit qu'en fonction des espèces, on peut avoir besoin d'avoir une partie au moins de sélection en culture associée. Et alors, on peut se demander si on fait une seule espèce cible ou est-ce qu'on essaie de sélectionner en miroir pour les deux espèces. Donc, si on veut sélectionner pour une seule espèce cible, on peut avoir beaucoup de génotypes de l'espèce cible, l'espèce A, qui soit testé soit avec une seule variété testeur moyenne de l'espèce B, ou testé avec un panel réduit de testeurs de l'espèce B, pris un par un, ou en mélange, comme c'est fait dans le cadre de Remix chez nos collègues italiens. Et si on veut travailler sur des espèces en miroir, alors là, on peut travailler sur des nombres de génotypes d'espèces A et B équivalents, soit en ligne alternante pépinière, chez un sélectionneur, par exemple, ou faire de la coévolution des deux espèces. C'est ce qui est fait dans Remix à l'INRA Baga-Parenne, soit ce qu'on a fait du coup dans Remix avec des effectifs un peu plus restreints, donc du 10 par 9, avec un dispositif complet de 90 modalités associées à l'IGEP. Alain, je te repasse la main pour les conséquences pour l'inscription. Oui, donc en fait, on se pose des questions sur des espèces sur lesquelles l'essentiel des inscriptions au catalogue se font sur des lignées pures, hein. Bon, même si ce n'est pas l'intégralité. Donc, vous connaissez, je pense, à peu près les questions liées à l'inscription des variétés au catalogue en France. Donc, c'est géré par un organisme qui s'appelle le CTPS. Et au CTPS, en fait, il y a un certain nombre de règlements techniques qui sont un peu des fixettes pour assurer que le progrès génétique est réel et est validé, hein, qui sont basés sur la DHS, distinction, homogénéité et stabilité du produit qu'on évalue, et sur la valeur agronomique, technologique et environnementale. Et donc, juste pour vous illustrer ça, ça bouscule vraiment ces considérations des processus d'inscription, puisque on peut se demander, par exemple, qu'est-ce que c'est ce qu'est l'homogénéité d'un mélange, qu'il soit semé ou récolté. Comment on peut définir l'homogénéité d'un mélange ou comment on définit la valeur environnementale des associations de deux espèces. Donc, ces pratiques de culture associée de variétés d'espèces différentes bousculent un petit peu le système d'inscription, dont on peut penser qu'il présente un certain nombre de difficultés à intégrer ça, mais il y a quand même plusieurs signes intéressants d'adaptation donc des sections, notamment donc dans la section CTPS dans les sections CTPS fourragères et protéagineux, il y a des expérimentations spéciales qui ont été mises en place pour évaluer un poids fourrager d'hiver associé à du triticale, par exemple. Donc, avec probablement à terme la capacité à inscrire des variétés avec une mention spéciale d'adaptation aux associations.
Il y a également toute une démarche entre les sections plantes de service et plantes protéagineuses, l'inscription d'une févrole de printemps, donc à vocation donc, qui est, si mes souvenirs sont bons, associée à des colzas pour fournir de l'azote en sortie d'hiver après avoir gelé pendant l'hiver. Voilà. En Autriche, il y a également, donc ça c'est en France pour ces 2 points. En Autriche, il y a également des exemples donc, d'évaluation des performances, des rendements en association. Les autres critères étant appréciés en culture pure. Donc ça, c'est par rapport à l'inscription. Donc ça frétille, ça frémit du côté de l'inscription pour intégrer donc, ces questions-là. Alors probablement avec des inscriptions de lignées pour l'instant, avec des mentions spéciales pour l'adaptation aux associations. Donc, pour l'instant, il n'est pas question d'inscrire des mélanges. Et puis, l'autre question posée, c'est suite à l'inscription, quid donc de l'intégration de l'évaluation des performances en association par les instituts techniques qui s'occupent de la post-inscription. Et ça, pour l'instant, à ma connaissance, ce n'est pas encore pris en compte de manière très systématique. Et donc, ça va mériter une appropriation par ces instituts techniques de systématiquement tester les variétés qui seraient inscrites avec des mentions spéciales, par exemple, dans des conditions associées. Tu passes ? J'y arrive pas. Non, ça marche pas. Pourquoi ça ne veut pas passer? Ça y est. Bon, du coup, je t'excuse. Donc, on voulait juste finir avec juste quelques flashs très rapides sur les outils pour la caractérisation des couverts et les cultures associées, juste essayer de vous donner une idée de l'ampleur de la tâche. Donc, le premier point, je crois que voilà, c'est qu'on commence à regarder finalement des critères qui sont plus seulement des critères absolus de qu'on retrouve dans la remorque à la sortie du champ, mais des questions, enfin des points. J'avais posé une question tout à l'heure sur comment modéliser des ratios. Donc finalement, de regarder des critères ou des indices de perte de rendement lorsqu'on passe d'une culture pure à une culture associée. En disant finalement, l'adaptation à l'association d'une variété, ça peut être une moindre perte de rendement vis-à-vis d'un ensemble de testeurs ou une moindre perte de rendement vis-à-vis d'un testeur particulier de la variété de l'espèce compagne. Et ça peut même être regardé d'un autre point de vue d'un critère de structure du couvert un petit peu plus recherché, par exemple le différentiel de hauteur entre les 2 espèces dans le couvert à un certain stade de développement de ce couvert associé, puisque ce différentiel de hauteur, il peut être une mesure indirecte d'une partie de la compétition qu'il y a eu entre les 2 espèces pendant la croissance et le développement. Voilà. Donc là, il n'y a pas de grand message là-dessus, mais simplement, on peut imaginer des critères de performance recalculés, en fait, qui aient une signification, soit du point de vue des pertes ou des gains en rendement de l'une ou l'autre espèce ou de l'ensemble, soit du point de vue de la compétition entre les 2 espèces qu'on est en train de cultiver en association. Et puis, donc, il y a des aspects sur les méthodes de phénotypage, puisque dans ces associations végétales, en fait, on a beaucoup parlé de facilitation, on a beaucoup parlé de compétition aussi. Donc, on a besoin de mieux connaître les traits du couvert et on a besoin de les connaître, si possible, de manière non destructive, c'est-à-dire sans forcément aller prélever des plantes, faire des biomasses relatives, etc., puisque en sélection, c'est des choses qu'on essaye d'éviter d'avoir à faire pour se donner moins de travail. Donc, il y a un vrai travail autour du phénotypage au débit pour connaître ces traits du couvert sans les détruire. Il y a un travail autour des conditions environnementales, donc par exemple connaître un microclimat au sein d'un couvert à travers l'usage de capteurs de température, d'humidité relative ou d'eau libre sur les organes, en lien avec le contrôle des maladies ou des insectes ou des ravageurs. Voilà. Et tout critère qui permettent d'apprécier la compétition entre espèces.
Et donc la question, c'est comment. Donc il y a des méthodologies avec des vecteurs, des prises d'images, etc. Mais comment développer des méthodologies simplifiées, ce que Jérôme a appelé tout à l'heure le phénotypage haut débit, pour être en mesure de traiter des grands nombres qu'on a besoin de pouvoir traiter en sélection. Un deuxième volet, c'est plutôt des outils de diagnostic agronomique autour donc, des interactions génotype-environnement. Hein. Donc, il y a des outils de diagnostic agronomique en culture pure sur la caractérisation des facteurs limitants dans les différents environnements dans lesquels on cultive les variétés. Et donc, des questions autour de l'adaptation de ces outils de diagnostic agronomique pour des associations végétales, en prenant en compte l'interaction plante-plante dans ce type d'outils. Donc ça, c'est également engagé. Et puis, donc, la question aussi, c'est de savoir si la variabilité génétique qui est employée pour la sélection en culture pure est adaptée à ce dont on a besoin pour la sélection en culture associée. Donc, est-ce qu'il ne faut pas aller chercher de la variabilité génétique un petit peu ailleurs, notamment dans des éléments qui ont parfois été contre-sélectionnés pour la culture pure. Donc, il y a un exemple très simple, hein, qui est que les variétés de pois versantes, par exemple, ont généralement été éliminées des programmes de sélection, puisque l'averse est un gros problème chez le pois, notamment en fin de végétation. Mais en fait, si on cultive une variété de pois en association avec une céréale, en l'occurrence un blé à peu près résistant à l'averse, ça permet de la faire tenir debout, un peu comme le ferait un tuteur dans le jardin de nos grands-mères, quoi. Donc concrètement, il se pourrait qu'il y ait des variétés de pois tout à fait intéressantes pour la culture en association et qui soient des variétés versantes, mais qui n'ont jamais été inscrites au catalogue pour ce critère délétère en culture pure. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un peu, pour vous donner une idée de ce qui nous préoccupe, par exemple, sur ce phénotypage au débit. Hein. Donc en gros, dans ces aspects appréciation de la compétition entre les espèces, bon, là, vous avez des photos donc, qui sont prises d'une association. Alors, au milieu, il y a donc, à droite, c'est une association blé-pois, et puis vous avez les purs à côté. Et les questions qui se posent sont de savoir quelle est la... Bon, là, il y a des questions autour de la couverture du sol, hein, par rapport au contrôle des adventices, bien sûr. Mais là, sur des analyses d'images qui seraient faites sur ces photos, comment distinguer ce qui relève de chacune des espèces cultivées, d'une part, et donc qui peut donner une idée de la compétition entre chacune de ces espèces cultivées, le distinguer du développement donc, des adventices par ailleurs, donc de la compétition entre ces espèces cultivées et les adventices. Donc là, on a des défis de distinction des variétés enfin des espèces en l'occurrence, des variétés de ces deux espèces différentes, pour en apprécier, en tout cas à ce stade, la compétition. Et puis, plus tard, on va avoir aussi l'usage d'un certain nombre d'outils de phénotypage. Bon, là, il y a un green seeker qui a été représenté, mais il y a un certain nombre d'outils qui permettent aussi d'apprécier les niveaux d'état nutritionnel ou de dégradation des chlorophylles, etc., de ces couverts, qui permettent aussi de mieux comprendre, d'une part, leur productivité, d'autre part, le contrôle d'un certain nombre de bioagresseurs. Donc là, il y a tout un champ, on aurait pu passer toute la journée là-dessus, hein, sur le phénotypage et la caractérisation des couverts. Il y a aussi des questions autour de la pénétration de la lumière donc, dans ces couverts qui sont également étudiés avec des capteurs adaptés et spécifiques. Voilà, juste pour finir, des éléments autour de questions que la sélection ne peut pas ne pas se poser sur comment on va intégrer ces associations dans des rotations, hein, puisque un certain nombre des services vont être obtenus grâce aussi à l'intégration de ces associations dans les rotations et les critères de sélection vont être impactés. Il y a des questions aussi d'ordre de filière, hein, donc autour du stockage, par exemple, ou bien des aspects qualité de la récolte pour la nutrition humaine, par exemple. Est-ce qu'on est capable de suffisamment les séparer
pour éviter des effets allergènes ou produire des produits gluten-free pour l'alimentation humaine. Donc, dans le projet Mobidiv, on va plutôt être mobilisé sur d'autres questions et d'autres services qui sont donc la gestion et le contrôle des bioagresseurs pour la réduction potentielle des usages de produits phyto en se focalisant sur les mécanismes qui permettent de contrôler ces bioagresseurs, donc microclimat découvert, âge des tissus végétaux et donc réceptivité aux maladies et aux ravageurs, donc des effets aussi dilution liés au fait de la baisse de la ressource ou des effets barrières liés à la dispersion donc, de ces maladies ou ravageurs. L'idée, c'est d'apporter donc aussi des données expérimentales pour alimenter un petit peu les travaux sur la modélisation des interactions plante-plante dont on nous a parlé longuement ce matin et les aspects impact des environnements. Donc, certes, on ne peut pas tester toutes les combinaisons possibles, la combinatoire est très large, etc., mais on peut apporter des éléments expérimentaux qui font remonter des questions à la modélisation et on peut faire donc aussi de la validation de certaines hypothèses des modèles sur le volet expérimental en analysant les mécanismes sous-jacents. Donc, on espère pouvoir faire des allers-retours entre ces volets modélisation et expérimentation au champ. Voilà, en vous remerciant pour votre attention. Très bien. Oh, c'est joli, ça. C'est une coculture avec des peupliers. Il y a derrière, en arrière. C'est des vaches. C'est du pois fourragé et du pois protéagineux en association avec du blé en bio chez l'agriculteur, donc Christian Mogis, chez qui on fait tous nos essais depuis 2015. Voilà, c'est nos essais 2015, c'est les premiers. Vous avez une question un peu de méthodo d'Isabelle sur la relation rendement-protéine. Est-ce la bonne manière de regarder le rendement poids sur surface, alors qu'on a beaucoup moins de plantes sur la même surface qu'en culture pure? Ne faudrait-il pas regarder le rendement par plante ou par graine? Je pense que l'interrogation, elle vient éventuellement sur la courbe à 50% aussi. J'avais une question un peu identique, mais Isabelle, si tu veux préciser ta question ou... Oui, c'était à peu près ça. C'est que tout d'un coup, c'était plus clair dans ma tête comment, si vous preniez le rendement simplement avec le poids de blé récolté sur le mélange divisé par la surface, et du coup, ça me paraissait un petit peu bizarre de regarder, de comparer la relation rendement-protéine entre des mélanges et des purs comme ça, alors que on n'a pas du tout le même nombre de plantes de blé, donc voilà, peut-être que c'est moi qui suis fatiguée. En fait, un des avantages justement de la culture associée, c'est qu'on produit moins, du coup, enfin je t'apprends rien Isabelle, hein, c'est qu'on produit moins de blé, donc on a une meilleure teneur en protéines du blé parce qu'il y a plus d'azote disponible pour chaque plant de blé. Donc effectivement, c'est assez artificiel, hein. Sauf qu'en tout, en fait, comme tu as du poids dans la parcelle, hein, tu fixes plus d'azote, enfin, tu fais rentrer plus d'azote. À la fin, tu as plus d'azote dans la récolte si tu cumules En fait, je crois que la question d'Isabelle, et moi j'avais un peu la même, parce que je ne suis pas trop familier de ces cocultures et puis les écarts à l'attendu par rapport à la culture pure. Mais si tu divises le rendement moyen en blé par le nombre de plantes que tu avais en blé, où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu es en dessous ou au-dessus du rendement? C'est vrai que moi, des fois, sur les résultats, j'avais un peu de mal à voir si c'était mieux ou si c'était moins bien. En fait, je fais en gros 70 quintaux avec 300 pieds mètres carrés et je fais plutôt 50 quintaux avec 150 pieds mètres carrés. Donc c'est mieux. Donc chaque plante produit plus en fait. C'est ça. Ouais. Donc Isabelle, est-ce qu'on a notre réponse? Oui, du coup, on arrive bien à avoir des plantes de blé qui produisent plus et avec plus de protéines, hein, si on regarde par plante. C'est parce qu'elles ont accès à plus d'azote. Et par contre, équivalent sur la plante de pois, est-ce que la plante de pois, elle, si tu fais le même calcul, elle est en dessous de sa valeur ou au-dessus de sa valeur? En dessous de sa valeur. En fait, globalement, sur l'ensemble des sites, on est à peu près à ce qu'on appelle des LER partiels de 0,5 pour les deux espèces.
D'accord. Parce que là, dans l'exemple que tu nous as donné, on est au-dessus de... Là, on est en dessous pour le pois. En Rennes 2018, on est en dessous pour le pois et on est au-dessus pour le blé. D'accord. Mm. Alors, attends, il y a d'autres questions qui arrivent. Alors, Dominique Tis, le fait de semer en mélange ou alterner des lignes de chaque espèce change la donne. Change-t-elle la donne? Ça dépend pourquoi, oui. Alain peut répondre parce qu'il a fait des essais par rapport aux maladies et ravageurs, par exemple. Ouais, on a regardé des questions de... Vous m'entendez là? On a regardé des questions de dispersion. Donc, entre des semis en mélange complet et des semis en ligne alternée, une ligne de chaque espèce. Et donc, on n'a pas vu de différence de développement de la maladie, mais d'une maladie spécifique qui est la scolytose du pois. Il est possible que pour certaines maladies, il y ait des effets barrières plus importants dans des dispositifs en ligne alternée par rapport à des mélanges complets. Même chose, mon collègue Bruno Jaloux qui travaille sur cette question, sur les ravageurs, le travail est en cours en fait. Ok, ou alors il faut faire le dispositif de Timothée avec des petites bagues. Ça, personne ne voudra le faire.